Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. C'est un événement qu'on voulait depuis plusieurs mois et on se disait quel est le meilleur moment pour réunir le ministre responsable du développement économique, le ministre Pierre Fitzgibbon, responsable, en fait, son vrai titre, c'est ministre de l'Économie et de l'Innovation, et Rémi Quirion, qui est notre scientifique en chef. Merci d'être avec nous. On le sait, la pandémie est venue bouleverser le Québec, notre économie. On va parler aujourd'hui de sciences, de recherche. J'imagine que ça a eu, on s'en doute tous, un impact. C'est venu bouleverser aussi ce pan-là de notre activité et bouleverser probablement dans toutes les directions, mais on va en parler. C'est clair aussi qu'on est dans le rebond et ce rebond-là, on veut que ça soit vraiment une relance. Et on sait qu'à travers tout ça, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, on veut un Québec innovant, on veut des entreprises innovantes. Et derrière toute cette innovation, il faut toujours s'en rappeler, il y a de la recherche. Ça va de la recherche fondamentale, la recherche appliquée, de la recherche collaboratrice. Et donc, on va aborder ces thèmes-là. Je pense qu'on n'a pas le choix, il faut réussir. Je ne vous mets pas de pression, Monsieur le ministre, je ne vous mets pas de pression, Monsieur Quirion, mais c'est vraiment une opportunité qu'on a de saisir cette relance-là pour accomplir des choses qu'on n'a peut-être pas parfaitement accomplies dans le passé. Donc, je vous mettais la table. Tout le monde qui nous écoute, on va avoir un format qu'on connaît bien, quelques minutes d'allocution par le ministre et le scientifique en chef. Et par la suite, on aura un échange à trois pour approfondir le sujet. Donc, sans plus tarder, M. Fitzgibbon, je vous cède la parole. Okay, bonjour tout le monde. Heureux d'être ici ce matin. Je remercie Michel Leblanc et l'équipe de la CDMM pour l'organisation de ces forums de réflexion que je trouve très pertinents. Merci aussi à Rémi de m'accompagner parce que, comme je dis souvent, ironiquement, quand il m'a enlevé le S de mon titre, c'était le Messie avant, je traîne toujours Rémi avec moi pour être sûr que la science soit au rendez-vous parce qu'effectivement, la science est une partie importante du développement économique. Alors, je suis convaincu qu'on va y arriver. Alors, évidemment, on vit une situation, je n'ai pas besoin de dire, qu'aucun gouvernement n'a vécu avant nous. Il n'existe pas, évidemment, de solution toute faite, ni de théorie pour faire face à cette pandémie. Je pense que réfléchir ensemble, comme aujourd'hui, à ces problématiques, essayer d'y voir clair, ça me semble être une très bonne pratique. La pandémie a entraîné le Québec et toutes les économies du monde entier dans un contexte économique particulièrement difficile. Mais même dans ce contexte difficile, notre gouvernement poursuit l'objectif que le Québec devienne un endroit incontournable pour investir, innover et prospérer. La relance économique est donc plus qu'une priorité politique. C'est réussir cette relance devient, à mon avis, un impératif politique et gouvernemental. On doit réussir ce passage difficile si on veut réaliser toutes nos belles ambitions économiques. La réflexion sur le plan de la relance m'habite et préoccupe également tout le gouvernement. Et je nous pose donc la question, dans le contexte, que devons-nous faire pour maintenir une position stratégique au niveau mondial? Je vous soumets qu'il faut mettre, selon moi, l'accent sur la recherche et l'innovation parce qu'elle porte le progrès, l'évolution et nous enseigne des nouvelles façons de faire. Le gouvernement, par exemple, a annoncé en mai dernier une somme de 10 millions de dollars pour soutenir des projets scientifiques et technologiques en lien avec la pandémie de la COVID-19. On a également formé un groupe de travail réunissant les fonds de recherche du Québec, le ministère de la Santé et mon ministère pour revoir et prioriser des projets innovants qui peuvent nous aider à affronter cette pandémie et les conséquences sociales et économiques qui y font face. Bien sûr, on doit faire beaucoup plus que ça. On en fera beaucoup plus également. Il faut pousser et encourager la culture de l'innovation qui doit nous amener à penser et à faire des affaires différemment. J'ai dit souvent, et tous les ministres de l'innovation l'ont dit avant moi, on doit bâtir davantage de ponts entre les milieux scientifiques, les universités, les collèges, les entreprises et particulièrement nos PME. C'est avec cet objectif en tête qu'en juillet dernier, il y a un mois, j'ai annoncé la mise sur pied d'un nouvel organisme de valorisation de la recherche publique qui verra le jour au cours des prochains mois. M. Luc Sirois de Prompt travaille étroitement avec nous et le ministère pour arriver à une recommandation d'exécution. J'ai confié à ce nouvel organisme le mandat clair et concret de maximiser la portée économique et sociale des résultats de la recherche publique.
Je vais insister là-dessus. Innover, c'est mettre en pratique nos découvertes et nos percées scientifiques. C'est réussir surtout à les commercialiser et ça ne se limite pas à la découverte. C'est la même chose pour les innovateurs ou l'innovation sociale. Il faut mieux les intégrer dans notre écosystème. Et c'est peut-être un peu ésotérique pour certains, mais l'innovation sociale, c'est la mise en place de nouvelles idées de gestion, de financement ou de conception de projets, généralement dans le but de contribuer à l'acceptabilité d'une activité. L'exemple classique, c'est le microcrédit, mais ça, c'est vieux. Partout, dans les universités au Québec, des professeurs, des chercheurs développent des concepts qui nous permettraient de mieux gérer nos villes, nos institutions publiques et nos entreprises, et on doit en tirer profit. Je suis convaincu que l'innovation, sous toutes ses formes, est au cœur de la compétitivité de notre économie. On a aussi un défi, et on est en train de le relever, c'est de rendre des capitaux disponibles tout au long de la chaîne de financement, notamment en soutenant des fonds de capital de risque. Le Québec a le potentiel de devenir une référence mondiale de l'entrepreneuriat innovant, particulièrement grâce à nos forces dans le monde de la recherche. Je pense par exemple au domaine de l'intelligence artificielle et aux technologies quantiques. Je pense aussi à la médecine personnalisée, des domaines où nous faisons exemple dans le monde. De plus, nous parlerons de la mise en place de zones d'innovation de calibre international dans toutes les régions du Québec. C'est une vision, une initiative importante de notre gouvernement. En regroupant dans les zones d'innovation des acteurs de la recherche, de l'innovation, de l'industrie et de l'entrepreneuriat, les zones d'innovation vont favoriser la commercialisation de ces inventions, ce qui va nous permettre d'améliorer notre productivité d'entreprise, d'augmenter nos exportations et d'attirer ici le plus d'investissements. Tout cela en générant des milieux de vie beaucoup plus stimulants. Je vais m'arrêter ici, laisser M. Crayon vous dire quelques mots. On commencera l'échange avec Michel. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, Michel. On est très, très heureux de cette activité ce matin-là. Je pense que tout le monde en est très conscient. La science n'a jamais été aussi présente dans notre quotidien que depuis le début de la pandémie. Presque à tous les jours, on entend parler de science et c'est grâce à la science et à la recherche fondamentale que nous réussirons à sortir de cette situation. C'est grâce à nos chercheurs, à nos chercheuses, à nos universités, à nos collèges qui collaborent comme jamais et qui vont découvrir des vaccins, des nouveaux médicaments, de nouvelles technologies de dépistage, des innovations en santé mentale et en innovation sociale. C'est aussi grâce à la science et à la recherche que nous pourrons assurer une reprise économique forte et à long terme. Et, très important, que nous serons mieux préparés pour faire face à la prochaine pandémie ou à la prochaine catastrophe naturelle. Il faut donc s'assurer d'appuyer et de financer toute la chaîne d'innovation, de la recherche fondamentale à la commercialisation, en passant par l'innovation technologique et l'innovation sociale. Et l'élément clé pour moi dans toute cette stratégie, vous me direz, ah oui, certainement, c'est les dollars, et on en parle très souvent, bien sûr, avec le ministre et les collègues, mais encore plus important que les dollars, c'est le talent. Il va y avoir une compétition féroce pour les meilleurs cerveaux, que ce soit des étudiants un peu partout à travers le monde, des étudiants québécois, que ce soit pour des chercheurs d'ici ou d'ailleurs. La compétition va être encore plus féroce après la pandémie qu'elle l'était avant. Donc, il faut voir un peu nos meilleurs cerveaux comme étant ceux et celles qui vont découvrir les technologies du futur et les innovations de demain. Plusieurs pays l'ont compris et ont décidé d'investir massivement en recherche fondamentale dans le cadre de la reprise économique. On pourrait mentionner ici la Corée du Sud, l'Allemagne, les États-Unis. Les États-Unis, par exemple, la National Science Foundation en sciences fondamentales va tripler son budget au cours des prochaines années. Hier, la France a annoncé sa stratégie et un exemple, 2 milliards d'euros
pour la recherche fondamentale sur l'hydrogène comme carburant propre. Donc, énormément d'investissements et on doit faire de même si on veut garder nos meilleurs cerveaux. Très souvent, je dis nos meilleurs cerveaux, c'est un peu comme nos sièges sociaux et nos entreprises du savoir. C'est un peu incomparable. Si on perd certaines de des grands chercheurs-là, ça va être difficile de rebâtir le même type d'écosystème. Donc, on doit vraiment s'assurer qu'on soutient nos meilleurs cerveaux, nos entreprises du savoir, avec des stratégies innovantes, parce que c'est eux qui, demain, vont nous donner des solutions pour que notre société puisse vieillir en santé. On a vu ce qui est arrivé aux aînés pendant la pandémie, donc il faut vraiment travailler sur ce secteur-là. Aussi pour déterminer les impacts de la pandémie sur le système d'éducation, sur nos jeunes au primaire et au secondaire. On fait un peu l'expérience, on ouvre, on n'ouvre pas. Certaines provinces font des choses différemment, certains pays aussi. Donc, il faut faire de la recherche aussi là-dessus, sur les meilleures façons de faire au niveau de l'éducation. Du côté de tout ce qui est développement durable, bien sûr, économie verte, économie circulaire, il y a énormément de défis reliés au changement climatique, mais le Québec est bien placé, bien positionné de ce côté-là avec tout ce qui est batterie, électricité, électrification des transports, hydrogène, etc. Aussi, pour atteindre notre autosuffisance dans plusieurs secteurs. On a parlé beaucoup de l'agroalimentaire, peut-être grâce à l'agriculture de précision, l'agriculture urbaine, l'agriculture durable, mais c'est dans plusieurs secteurs. Ça s'applique à plusieurs secteurs d'augmenter notre autosuffisance. Et bien sûr, tout ça aussi dépend beaucoup de la formation de la main-d'œuvre de demain. Être plus flexible de ce côté-là, nos collèges, nos universités, pour être capable de former tous nos jeunes et les moins jeunes, du côté du numérique, par exemple, l'intelligence artificielle et autres. Donc, je crois vraiment que la science et la recherche fondamentale dans tous les secteurs doivent être une pièce maîtresse de la reprise économique. Encore une fois, afin de mieux se préparer à affronter la prochaine pandémie, mais aussi nos grands défis de société. Je pense que les chercheurs du Québec, les universités, les collèges sont prêts. Maintenant, on veut tous travailler ensemble pour être certain que le Québec soit le plus performant possible lors de sa reprise économique et à plus long terme aussi. Merci. Merci, merci à vous deux. C'est très éclairant, puis on voit là dans quelle direction on va aller. Je vais vous ramener quelques instants sur, en temps de pandémie, comment ça se passe et comment ça s'est passé. Peut-être aux deux, mais en commençant par vous, Monsieur le ministre. Quelle lecture faites-vous de notre dispositif de recherche et d'innovation? Est-ce que ça s'est mis sur pause depuis 5 mois, puis on va repartir? Est-ce que ça a continué? Les programmes d'appui que vous avez, Monsieur le ministre, est-ce qu'ils ont continué d'être sollicités? Est-ce que le financement est sorti? Est-ce qu'on a du retard? Donc, je veux juste vous entendre sur le point que vous faites, la lecture que vous faites actuellement sur nos efforts en recherche et développement. Écoutez, je pense que je donne beaucoup de crédit à M. Paul Larchevêque du Bureau d'innovation, qui est d'ailleurs du VM3S, et M. Quirillon, parce que très peu de temps après le confinement, on a mis de l'avant sur la recommandation, le fameux fonds que j'ai parlé de 10 millions, là, où en fait, ce qu'on a fait rapidement, c'est qu'on a mis des gens du Fonds de recherche santé, on a mis évidemment le scientifique en chef, on a mis le Bureau d'innovation, le ministère de la Santé évidemment, puis rapidement, on s'est mis ensemble pour faire un espèce d'appel d'offres parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous recommandaient de poser certains gestes. Des sociétés qui sont venues nous voir pour dire qu'on devait investir. Bon, la recherche du vaccin, ça va de soi. Je pense que tout le monde allait vers ça. J'ai été impressionné parce qu'on a réussi à prendre les différentes personnes du ministère, mais je pense aussi aux gens comme Yvado, Génome Québec, Transmedtech, Medtech. Les gens se sont rassemblés et en fait, on a eu, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on avait 50 de projets qui ont émergé, qu'on a évalués. On avait créé une cellule d'évaluation et bon, on investit dans plusieurs sociétés. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, oui, on recherche juste le vaccin, c'est sûr, mais en même temps, on est prêt. Je regarde ce qu'on a fait, par exemple, au niveau des masques. Hein. On a été public, on a fait une transaction avec Médicon. On a sécurisé des masques pour le futur. La chaîne d'appro est en partie adressée. Les vaccins, je pense que rapidement, on va en avoir un vaccin un jour. Il faut le produire, le vaccin. Alors, au Québec, on a du talent pour produire des vaccins. Donc, on a fait deux
2 interventions financières. Alors moi, je suis à l'aise je suis pas à l'aise, mais je suis très content de voir qu'il y a eu une effervescence. Puis peut-être je vais laisser Rémi en donner plus de détails, mais il y a eu beaucoup plus de projets qu'on pouvait financer, ce qui démontre que la cellule était là. Puis pour conclure aussi, je pense que c'est important, dans cette crise-là, la recherche a été accélérée. Alors, on a parlé de la France, de l'Allemagne, alors le Québec, à sa façon, on est plus modeste, mais je pense qu'on était au même titre que les autres pays, vraiment ouverts à dire investissons, c'est le temps de prendre nos ressources qui sont très valables et de les mettre à contribution. Je ne sais pas, Rémi, si tu veux rajouter. Oui, oui, peut-être. Oui, moi aussi, j'étais très impressionné là, par la réponse des chercheurs, que ce soit en milieu académique ou dans le secteur industriel, secteur privé, en travaillant avec les regroupements stratégiques appuyés par le ministère, les fonds de recherche et autres. Et c'est ça, c'est près de entre 700 et 800 propositions de recherche que l'on a reçues en quelques semaines. Donc, je veux dire qu'on a été un peu débordés, mais c'était un beau problème. Donc, les équipes ont travaillé très fort et on avait l'opportunité de rencontrer le ministre à chaque semaine pour faire le point. Donc, les types de projets. Au début, c'était plus, je dirais, sur les vaccins et sur le mécanisme d'action du virus. Mais rapidement, on est venu aussi, c'est quoi l'impact en termes de santé mentale, en termes de toxicomanie. Fait qu'on a des projets de ce type-là aussi. Et dans la majorité des cas, c'est des partenariats entre le milieu académique et le secteur privé. Donc, énormément d'agilité. Et ça nous a amené aussi au Fonds de recherche santé à créer le réseau qu'on appelle réseau COVID et pandémie. Donc, des chercheurs de tous les milieux se sont mis ensemble. 3 dirigeants, dont un est un patient partenaire. Donc, sur le terrain, quand tu vis ça, c'est quoi la différence? Donc, nous, oui, on regarde, on veut le vaccin, mais la personne qui est testée positive, c'est quoi l'impact de tout ça? Donc, vraiment, ce réseau-là, on veut qu'il vive dans le temps. On a créé aussi une biobanque COVID-19 qui est dirigée par Vincent Moser et McGill, mais qui implique beaucoup, beaucoup de sang partout au Québec. Et ça, c'est présentement la plus grande au monde en termes de nombre de cas. On a eu beaucoup à Montréal des cas, c'est sûr que ça a peut-être aidé un petit peu, mais quand même, c'était vu comme une stratégie gagnante. Ça va nous permettre maintenant de mieux comprendre le mécanisme d'action de ce virus-là et à long terme, qu'est-ce qui arrive aux patients. Donc, financé par le gouvernement du Québec au point de départ, on est allé rapidement pour dire qu'il faut y aller, mais maintenant, c'est le gouvernement fédéral qui en finance une très bonne partie. C'est vu au Canada comme étant un modèle, parce que les autres provinces sont un peu en retard de ce côté-là. Donc, moi, ce que j'ai énormément aimé, c'est l'agilité, la réponse des chercheurs, et tout ça se faisait en termes de sciences ouvertes. Donc, les données devenaient disponibles pour tout le monde très, très rapidement, plutôt que d'attendre une publication qui, des fois, prend quelques années. Donc, globalement, on a fait assez rapidement. C'est sûr qu'en rétrospective, si on avait peut-être planifié un peu plus, qu'on avait un peu plus de moyens, on aurait pu aller plus loin, mais quand même, on a réagi rapidement. Et on a aussi, très important, soutenu les autres organisations, les autres chercheurs qui ne travaillaient pas sur la COVID. Parce que aussi, c'est très important. Là. On ne peut pas laisser tout ce qui est cancérologie, cardiologie, géologie de côté en disant maintenant, il faut se concentrer tous sur la COVID. Donc, on a ajouté ou prolongé des financements pour ces regroupements stratégiques-là. Peut-être, M. Quirion, une question très rapidement. On a beaucoup mis l'accent, et c'est très normal, sur se renforcer localement. Et on est dans de l'achat local, on est dans des chaînes d'approvisionnement qui vont être renforcées ici. Mais on le sait tous, en matière de recherche, souvent, la collaboration internationale est fondamentale. Vous le dites, plus on a de chercheurs, mieux c'est, mais on ne les aura jamais tous. Comment est-ce que vous évaluez, en ce moment-ci, notre réseautage international et la fluidité de nos relations entre nos chercheurs d'ici, ceux d'ailleurs, sachant qu'on ne voyage pas et que tout se passe en mode virtuel? Oui, je veux dire une bonne question. Et encore une fois, le mouvement de la science ouverte, c'est-à-dire que les données sont disponibles en temps réel à tout le monde. Et c'est arrivé, les collègues chinois, lorsqu'ils ont fait la séquence du virus, disponibles immédiatement, les avancées du côté mécanisme d'action du virus, les vaccins. Et nos équipes sont bien placées avec, par exemple, la biobanque. COVID a des liens avec des groupes aux États-Unis, des liens avec des groupes en Angleterre, parce que maintenant, des chercheurs de ces pays-là veulent avoir accès à des échantillons d'ici aussi, là, parce qu'ils sont assez uniques. Même chose du côté des essais cliniques. On a parlé beaucoup de l'essai à l'Institut de cardiologie avec Jean-Claude Tardif, mais ça aussi, Jean-Claude, par la suite, oui, il y a un financement au point de départ du gouvernement du Québec, mais là, maintenant, il y a des liens avec plusieurs pays à travers le monde. Donc, je pense qu'on est quand même assez bien positionné
considérant notre taille, là, je pense que le Québec a été vu comme étant très, très proactif. Et puis, certains de nos chercheurs ont même participé aux grandes discussions à l'Organisation mondiale de la santé pour arriver avec des règles que l'OMS a développées pour le reste du monde. Donc, on est assez fiers de ça. Peut-être que ce n'est pas assez connu, il faudrait le publiciter davantage. Une question qui n'est pas facile, je vais vous l'adresser à vous, M. Fitzgibbon, comme politicien et Rémi Quirion comme scientifique. Une étude de Léger nous apprenait au mois de juin qu'un Québécois sur 5 dit qu'il ne se ferait pas vacciner s'il y avait un vaccin disponible. Il y a quelque chose qui est quand même préoccupant. Je pense au leadership politique dans le message public sur l'importance de reconnaître la valeur de la science et éventuellement des solutions comme des vaccins. Et Rémi Quirion, peut-être, comment on rassure les gens sur justement cette intégrité de la science qui cherche des vraies solutions et que ce sont des solutions qu'on devrait adopter là, dans des périodes comme celle-ci. Et peut-être, M. Fitzgibbon, comment vous voyez ça, vous, la nécessité de rassurer les gens d'un point de vue des politiciens sur l'intégrité et l'importance d'adhérer à ces solutions-là? Et, on va parler plus loin que ça. On va parler de l'application COVID, par exemple. On va parler des fameuses données de la RAMQ. On a parlé beaucoup de ça depuis quelques jours. Je pense que le point numéro 1, c'est que comme gouvernement, et clairement on l'a vu dans ce cas ici, dans les 3 cas que vous mentionnez, ou votre cas et mes 2 cas à moi, il y a une pédagogie qui doit être faite. Et je pense que c'est important qu'on puisse rassurer la population, qu'on parle des données, qu'on parle de la pression COVID, on peut rassurer la population que la science peut être au rendez-vous, peut apporter une contribution extraordinaire pour le bien des citoyens. Mais dans le doute, et quand c'est pas clair, bien, les gens, à juste titre, deviennent un peu nerveux. Alors moi, je dis que le rôle politique, c'est d'avoir les bonnes personnes. C'est pas seulement les politiciens qui doivent faire ça, ce n'est pas seulement les compétences ou la notoriété, mais on doit organiser, je pense, une bien meilleure communication. L'application COVID était, d'après moi, un exemple frappant. J'ai été un peu impliqué là-dedans avec différents intervenants. Et c'est sûr que dans le doute et l'accès à l'information, ça devient un peu problématique parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents qu'on a vus depuis plusieurs années dans différents secteurs, pas juste le secteur financier. Alors, conséquemment, il faut rassurer les gens, ça prend un code d'éthique, ça prend de la réglementation. Et je pense que si la science va plus vite que notre habileté à convaincre les gens, bien, il va y avoir des problématiques qui sont réelles. Et je pense que toute la crédibilité, la notoriété doit être. Alors, moi, je réponds rapidement en disant pédagogie, il faut expliquer aux gens le cadre dans lequel nous voulons travailler. Il faut expliquer comment ça va aller. Alors, je pense que c'est ça qui est le point numéro 1. Alors, Rémi, oui. Non, c'est certain que ça nous préoccupe beaucoup. Moi, ça me préoccupe personnellement beaucoup, là. Et on a vu ce qui s'est passé pendant la pandémie. Ce qu'on peut mettre entre guillemets des fausses nouvelles, ça n'a pas aidé ce volet-là non plus. C'est certain que du côté des scientifiques, on apprenait presque au jour le jour sur le virus. Donc, on n'avait peut-être pas des réponses qui étaient toujours très claires. Donc, ça a peut-être semé le doute là, dans la tête de certains de nos concitoyens. Mais comme le disait le ministre, je pense qu'il y a un aspect là, d'expliquer, de pédagogie, d'expliquer la méthode scientifique aussi, que ce n'est pas le résultat du jour, c'est sur une période de temps. Et nos chercheurs vont devoir, ils le sont déjà pas mal, mais être plus présents sur la place publique là, pour expliquer ce qu'ils font. Il y en a eu beaucoup. Pendant la pandémie, on en a vu de nos chercheurs à tous les jours à la télévision, là. Mais je pense qu'on doit améliorer notre pédagogie de ce côté-là. Il va probablement toujours rester un pourcentage de la population du côté vaccination, par exemple, qui va dire plus ou moins non, ça ne m'intéresse pas vraiment de me faire vacciner ou vacciner mes enfants. On voit un peu les mêmes statistiques en France, mais lorsque ça compte vraiment, plusieurs vont changer d'idée et vont dire finalement oui, je vais faire vacciner mes enfants. Là. Mais il faut attaquer ça de front. Il ne faut pas dire ça va disparaître. C'est là pour rester. Et les réseaux sociaux, des fois, n'aident pas de ce côté-là. Donc, il faut trouver une nouvelle façon là, d'expliquer ce qu'on fait à nos concitoyens. Merci. Basculons dans le sujet de la relance maintenant. Monsieur le ministre, la relance, là, on l'entend, il y a des gens qui la veulent verte. Il y a des gens qui la veulent inclusive. Il y a des gens qui la veulent locale. Peut-être qu'on veut toutes ces réponses-là. J'aimerais vous entendre sur la relance innovante. L'opportunité, comment vous voyez l'opportunité à saisir avec cette relance-là, du point de vue de l'innovation, d'un Québec qui ferait les choses différemment?
une question très large, une question très pertinente, évidemment. Moi, où je suis à l'aise, c'est que le plan de développement du gouvernement n'a pas changé avec la relance. Certes, il faut peut-être accélérer certains chantiers. Et clairement, si je revois, maintenant, on revient à la science pour faire une espèce de continuité. Moi j'ai toujours dit que, je ne suis pas le seul, là, que c'est un continuum. Hein. On parle de la science, on parle de la recherche fondamentale. Après, on s'en va dans l'innovation, la commercialisation qui va ultimement amener de la productivité. Parce qu'on peut être chanceux puis prendre des technologies puis être productif, mais je ne pense pas que comme société, on veut faire ça. Alors moi, le premier point, je pense qu'on a une notoriété au Québec. On a la chance d'avoir des chercheurs, je pense au Quantique à Sherbrooke, je pense à toutes nos communautés. Il faut garder nos chercheurs au Québec. Il faut les garder motivés. Je pense que le gouvernement du Québec, à date, a bien fait. Il faut continuer et je pense même qu'on va vouloir peut-être même accélérer ou augmenter, j'aurais plutôt dire, nos investissements en recherche fondamentale. Là, deuxièmement, je pense que l'investissement privé en recherche est important aussi. Puis quand j'ai étudié un peu ce qui se passait au Québec par rapport à d'autres communautés, j'ai conclu que le gouvernement, autant fédéral que provincial, met de l'argent en recherche, mais que le privé n'est pas tout à fait là. Alors, je pense que la recherche collaborative, on parle de recherche appliquée, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'emphase là-dedans. Moi, je vois beaucoup, par exemple, les centres de valo qu'on va synergiser, qu'on va regrouper. Je pense au CCTT, je pense au RSRI. Il y a beaucoup d'organismes que le Québec a créés au fil des ans qui peuvent attirer de l'investissement privé. Et moi, mon plus grand désir, c'est qu'on ait un mode de collaboration entre le privé et entre notre recherche. Puis Rémi travaille très fort sur ça avec moi. Et maintenant, Mme McCann, qui est avec moi au niveau de l'enseignement supérieur, on a un effort concerté. Alors, il faut que le privé embarque là-dedans et qu'on puisse faire un levier. Je pense aussi, je pense à l'innovation, je pense aux appels d'offres. Je pense que l'achat local de M. tantôt, je pense que comme gouvernement, nous sommes un gros donneur d'ordre dans beaucoup de biens et de services et on doit, je pense, donner une préséance aux technologies, aux produits-services qui émanent de technologies du Québec au niveau innovation. Il faut revoir peut-être un peu comment on va faire nos appels d'offres, tout en respectant évidemment les règles d'art sur l'appel d'offres. On ne va pas retourner en arrière dans le passé, mais je pense qu'on doit avoir un effort pour favoriser que le développement local de technologie, peu importe le service, que le gouvernement, comme acheteur, soit au rendez-vous. Et dernièrement, le concept des zones d'innovation, un concept que notre premier ministre a réfléchi longuement avant octobre 2018. Ben, moi, je suis un peu la personne qui va essayer de mettre ça en place avec les équipes. Puis moi, je pense que les zones d'innovation, dans quelques domaines, sur la santé, où j'y crois beaucoup, l'évolution technologique au niveau du clean tech, au niveau des technologies lutte du changement climatique, on a beaucoup de projets là-dedans. Alors, moi, je pense qu'on doit matérialiser des zones d'innovation en technologie propre et je pense qu'on va y arriver. On parle d'électrification, mais on a aussi tout un autre champ d'activité au niveau du recyclage. On fait beaucoup de travail sur ça présentement. On pense au NRCAN de ce monde. Alors, je pense que les zones d'innovation vont nous permettre de créer un écosystème où on va pouvoir valoriser nos technologies qui émanent du Québec et surtout de les utiliser comme agents acheteurs avec le gouvernement. Monsieur Quirion, vous avez la responsabilité quand même de conseiller le ministre et conseiller le gouvernement sur le dispositif d'innovation. Si on va avoir une relance innovante, du point de vue du dispositif lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez modifier? Je vous ai entendu quelquefois, j'imagine que vous voudriez avoir des budgets additionnels, mais au-delà des budgets additionnels, est-ce qu'il y a quelque chose que vous modifieriez dans le dispositif pour qu'on soit encore plus performant dans cette relance? Je pense qu'on a vu avec la pandémie là, qu'on peut être agile tout en visant l'excellence. Donc, augmenter peut-être cette flexibilité-là, cette agilité-là, être capable de répondre plus rapidement. Ça peut être à nos équipes de chercheurs en milieu académique, mais certainement avec le secteur privé aussi. Donc, augmenter l'agilité, parce que souvent les programmes sont un peu lourds en termes administratifs. Donc, si on pouvait faciliter de ce côté-là, je pense que ça serait très bienvenu. Et peut-être pour revenir un peu en arrière, un atout qu'on a au Québec, lié aussi avec les zones d'innovation, mais on a un réseau académique qui est fabuleux, là. Montréal, c'est énorme à Montréal, on en a parlé très, très souvent, nos universités, nos collèges, mais partout en région,
avec les réseaux de l'Université du Québec, avec les collèges, avec les CCTT. Donc, les maillages entre le public et le privé, c'est là. Il faut maintenant peut-être, je dirais, le mettre un peu sur stéroïde et s'assurer qu'on va convaincre aussi le secteur privé d'investir un peu davantage dans ces structures-là. Ça fait partie d'un de mes autres mandats là, avec la ministre de l'Enseignement supérieur de réfléchir un peu à l'université du futur, l'université de demain, pour voir peut-être comment améliorer les ponts entre l'université et le secteur privé, mais aussi entre l'université et la société. Donc, j'espère bien être capable de vous parler un peu plus de ça dans quelques mois. Là. Très bien. Monsieur le ministre, vous y avez fait allusion il y a quelques instants. La Chambre de commerce avec Propulsion Québec, la grappe du véhicule électrique et intelligent, a rendu public une étude hier qui met la table sur l'utilisation de nos marchés publics comme étant un outil de développement économique pour nos PME, mais aussi, comme vous l'avez bien dit, pour valoriser l'innovation d'ici. Donc, c'est un plaisir de vous entendre aller dans cette direction-là. Puis j'imagine qu'avec la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, ça va être un des grands chantiers. Dans le rapport, il y a une recommandation additionnelle qui est faite qui fait référence à un concept de banque verte. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il y a des entreprises, des projets qui ont une rentabilité financière qui est peut-être insuffisante pour intéresser les marchés financiers à la soutenir, mais qui ont un rendement vert, qui aurait un impact sociétal, environnemental, et qui mériterait d'être soutenues de ce point de vue-là. Donc, l'idée, c'était de proposer que ce concept de banque qui reconnaîtrait les rendements verts et qui justifierait à ce moment-là un prêt soit mis en place au Québec et peut-être de profiter de l'outil qu'on a qui est Investissement Québec pour confier ce mandat-là. Comment vous voyez cette question de reconnaître les rendements environnementaux, les rendements verts dans des projets où le rendement financier est peut-être un peu faible pour les secteurs financiers traditionnels? C'est une très bonne recommandation. Et bon, j'ai pas eu la chance de lire le rapport, mais bon, il n'y a rien qui va me surprendre dans le rapport parce qu'on travaille beaucoup avec Propulsion Québec, évidemment, là, puisqu'on a bien la mood. Mais écoutez, une couple de points. Premièrement, je peux vous rassurer que je travaille étroitement avec mon collègue Benoît Charette. Et d'ailleurs, toute la question de l'électrification ou de l'aide au changement climatique, là, il y a différents thèmes là-dedans. Je vais parler du thème de recyclage, 30 secondes, on va revenir à l'électrification des transports. Dans le recyclage, par exemple, je pense qu'on a une chance inouïe maintenant de bien trier nos résidus, de bien les décontaminer. Et ça va nous permettre, je travaille sur 2 projets présentement, je ne mentionnerai pas, mais des projets très percutants où on pourrait avoir des centres de traitement des résidus. Et dans le cas particulier que vous mentionnez, un des projets, au niveau du rendement financier, il en manque un peu. Mais de l'autre côté, le bénéfice pour l'économie circulaire et comment est-ce qu'on va traiter nos résidus est extraordinaire. Alors, je travaille avec M. Charette, on regarde, peut-être que M. Charette, dans son fonds vert, là, qui va nous parler très bientôt, il pourrait faire une contribution financière parce que le bilan environnemental, le bilan sur le changement climatique va tellement être favorable, ça va permettre aux financiers, eux, de pouvoir faire le retour qui est approprié. Et Investissement Québec, on regarde présentement un investissement très costaud dans une entreprise dans laquelle probablement que le fonds vert va venir nous aider. Je suis totalement d'accord avec vous. On parle d'électrification, étant plus spécifiquement propulsion. C'est clair que, écoutez, on a vu cette semaine l'annonce que CN a acheté 50 camions électriques de Lyon. Ben, on peut peut-être penser que la SAQ pourrait peut-être prendre des camions électriques faits au Québec. On pourrait peut-être penser que nos autobus, pas seulement scolaires, autobus urbains, pourraient être faits au Québec avec technologie d'électrification. C'est pas pour rien que la stratégie lithium, du minerai à la batterie, je ne sais pas où on va se rendre. Pour moi, c'est tellement important parce que ça va nous donner notre légitimité, notre notoriété. On a tellement à offrir aux équipementiers que, puis pour ça, il y aura le recyclage, nous oublions le recyclage 30 secondes, mais la fabrication de véhicules, je ne pense pas qu'on va faire des voitures Tesla au Québec, mais je pense qu'on est capable de fabriquer au Québec des véhicules commerciaux. Et pour ça, oui, il y aura des donneurs d'ordre qui vont venir, soit locaux, soit internationaux, mais toute la chaîne d'approvisionnement qui va s'en suivre, on devrait être capable de pouvoir le faire. Et comme vous dites très bien, si jamais dans des PME, comme on a vu dans l'écosystème de l'aéronautique, dans des PME qui vont travailler à l'électrification des transports, ben, si à un moment donné, il manque un peu de rendement pour leurs actionnaires, ben, c'est le rôle du gouvernement de ne pas gérer la business, mais le rôle du gouvernement de mettre un peu de charge dans la batterie pour que ces sociétés-là soient plus
capable de performer en termes de coût de production. Parce qu'en bout de piste, M. Legault était très clair. Tout l'achat local, c'est le panier bleu, mais c'est plus que ça. C'est toute la chaîne d'appro québécoise. Et il faut, comme gouvernement, dans des enjeux stratégiques, et clairement dans le domaine de l'électrification, c'est très stratégique, il faut que la chaîne d'appro soit québécoise. Il faut que le gouvernement puisse donner les munitions ou la charge dans les batteries de ces sociétés-là, qu'elles puissent performer. Et si on réussit, ben, on aura l'économie circulaire dans un secteur très stratégique. Alors, j'ai hâte de lire le rapport, mais je suis sûr que je vais connaître la plupart des recommandations et qu'on va les supporter. Pour tous ceux qui nous écoutent, ce rapport-là est disponible et sur le site web de la Chambre et sur le site web de Propulsion Québec. Mon petit 2 minutes de marketing. Je vais revenir, Monsieur le ministre, et Monsieur Quirion aussi, je vais m'adresser à vous deux sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure concernant les zones d'innovation. C'est un concept, vous l'avez dit, que M. Legault a évoqué avant l'élection. Je vais vous dire gentiment, il est peut-être temps de procéder parce que le milieu se peut plus de vous attendre. Je reçois des appels régulièrement qui me disent « Michel, où est-ce qu'ils en sont? Notre zone d'innovation à nous est-elle celle qui va être retenue? » Je voudrais vous entendre, Monsieur le ministre, précisément sur votre échéancier. Oui, on est en période de pandémie, mais je vous le répète, le milieu ne se peut plus de vous attendre et d'avoir votre décision. Comment vous voyez les choses dans les prochains mois? Vous avez la même patience que mon patron, c'est-à-dire qu'il ne m'avait pas, qui est un commentaire ironique, mais un commentaire intéressant. Écoutez, je vais vous répondre comme ça suivante. C'est qu'évidemment, la zone d'innovation, c'est un concept qui était très abstrait, hein, il faut avouer, quand je suis arrivé en poste. Moi-même, je n'étais pas sûr exactement où on allait avec ça. Et rapidement, bon, je pense qu'il y a eu une thématique qui a été évoquée, qui a été bien expliquée, et il y a eu un engouement. Vous avez dit, on est victime de notre succès. Au moment où on se parle, il y a 53 projets sur mon bureau, ou sur le bureau du ministère, je ne suis pas seul, évidemment. Et on regarde ces projets-là, et c'est clair qu'il y a encore un peu de confusion sur quelles sont les conditions gagnantes que nous devons avoir pour qu'une zone soit qualifiée. Et j'aimerais beaucoup, dans les prochains mois, pouvoir en annoncer une. Et je pense qu'on va le faire. Et quand on annonce ça, notre première zone d'innovation va être un projet qui va être concret. Les gens vont comprendre, oh, c'est ça que le gouvernement avait en tête. Mais bon, rapidement, évidemment, pour moi, la condition numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est le privé. Il faut que le privé participe au projet. Si c'est une patente du gouvernement, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, j'ai eu, sur les 53 zones, là, il y en a 3 ou 4 là, qui sont excessivement porteuses de ce côté-là, à savoir que le privé est prêt à investir. Nous, le gouvernement, on a toujours dit, nous, on fait l'infrastructure. On doit mettre la base sur laquelle, je ne peux pas être géographique, la base de l'infrastructure au terme de système, et ainsi de suite, sur laquelle le privé va collaborer. Moi, je crois beaucoup à la recherche collaborative, je l'ai mentionné tantôt. Donc, je pense à la zone d'innovation. Alors, pour répondre à votre question, 53, on va les filtrer. Il y en a qui ne seront pas des zones d'innovation. Par contre, il y a j'ai rencontré beaucoup de maires et beaucoup de centres locaux de développement qui réclament qu'ils ont une zone d'innovation. Je leur dis non, ce n'est pas une zone d'innovation, mais par contre, on aime le projet. Alors, le projet, on va le faire quand même, mais on l'appellera d'autres choses. Alors, c'est sûr que ce processus-là m'a beaucoup excité parce qu'on voit sortir de ça des bons projets. Et pour conclure, je pense qu'on va être capable, dans les prochains mois, d'annoncer une première zone d'innovation. Et je pense que ça va être un peu le cas qui va pouvoir, les gens vont pouvoir mieux comprendre où on veut aller avec ça. Mais pour conclure, donc, ça prend de l'argent du privé, ça prend la recherche qui va être là-dedans, collaborative appliquée, ça prend les grands donneurs d'ordre, donc le privé, ça prend des startups aussi, parce que ce qu'on veut au Québec, c'est un écosystème d'entrepreneurs. On veut que les entrepreneurs soient incubés, on les accélère. Donc, je pense que ça va être un concept qui va être très bon. Puis, on peut penser la santé, hein, ça va être un de nos créneaux. On peut penser aux technologies, lutte au changement climatique, l'électrification, évidemment. Alors, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont assez évidentes et on travaille présentement pour s'assurer qu'on l'explique aux gens, que ce soit porteur et surtout mobilisateur pour rassembler tout le monde. Rémi, peut-être peux rajouter? Peut-être avant que Rémi parle, M. le ministre, je vais me permettre de vous dire que je sais très bien que faire de la politique, c'est faire des choix. Moi, je vous dis que si vous en annoncez qu'une seule, ça va être un choix qu'il va falloir expliquer parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc, une seule, sans laisser beaucoup en attente. Sauf que, je vais juste corriger, Michel. Quand je dis une seule, on va commencer par une. Mais honnêtement, je pense qu'on a probablement, j'en vois probablement une dizaine qui sont probablement éligibles.
La première va être le fun à annoncer parce qu'on va pouvoir en parler. Après, voici c'est quoi la zone d'innovation. Je suis d'accord avec vous. Si c'est seulement une dans les prochains 2 ans, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être malheureux à juste titre. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, le ministre dit une dizaine. Alors, je peux vous dire, on verra. Monsieur Quirion, la question, Oui. de votre point de vue à vous, vous êtes le scientifique en chef. Ce concept-là qui est très porteur, beaucoup de gens en conviennent, mais je voudrais vous entendre, vous, du point de vue de scientifique en chef, comment vous les abordez, ces zones d'innovation? Oui, on est très impliqués aussi. Je commencerai peut-être en disant la même remarque là, que mon patron fait. Là. Pierre n'a pas nécessairement beaucoup de patience non plus. Là. Si ça avait été de lui, ça aurait été annoncé bien avant là, les premiers, mais du côté des groupes de travail. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, dans le concept des zones d'innovation, c'est que oui, il y a le privé, il y a le public, mais ça devient un milieu de vie. Donc, ça aussi, c'est très important. Là. Finalement, que des gens vont vivre sur place, ce n'est pas un parc technologique où finalement tout le monde quitte après 5 heures. Donc, vraiment, d'avoir cet élément-là de milieu de vie, c'est très important. Environnement, tout ce qui est vert, économie circulaire, je pense que l'économie circulaire devrait être associée dans chaque zone d'innovation, il devrait avoir une approche économie circulaire, une approche très verte. Et je répéterai un peu ce que le ministre a dit aussi, il y a des projets qui sont bien avancés, qui sont stimulants, qui sont excitants. Et si j'ai un petit message pour Montréal, je dirais, mettez un peu plus de pression à Montréal pour me soumettre des projets qui sont peut-être un peu plus étoffés. D'autres villes du Québec sont en avance. Monsieur Quirion, quel défi lancé. On l'entend. Donc, vous voulez des projets étoffés, on va y travailler tout le monde. J'ai une petite dernière question pour vous. J'en regarde toujours une facile pour la fin. Revenons sur les données anonymisées de la RAMQ. Moi, j'ai travaillé dans le domaine des sciences de la vie et je sais à quel point des données disponibles peuvent être intéressantes pour des chercheurs d'ici, pour attirer aussi des chercheurs stratégiques. Et en même temps, il y a des craintes sur la capacité qu'on a d'avoir vraiment un système qui protège l'anonymat des données. Monsieur le ministre, je vous donne l'occasion peut-être de nous rassurer sur les étapes que vous voyez qui sont nécessaires pour réussir à aller de l'avant. Bien, merci. Écoutez, effectivement, je pense que, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'éducation à faire, beaucoup de pédagogie à faire parce que les gens, à juste titre, ont été échaudés par plusieurs événements qu'on n'a pas besoin d'expliquer aujourd'hui. D'une part, je pense qu'il faut accepter que la science a évolué beaucoup et que l'analyse des mégadonnées, peu importe leur source, est déjà utilisée par des sociétés dans un contexte de l'anonymisation et dans un contexte aussi où les gens désirent ou acceptent que la donnée soit utilisée. Mon exemple personnel, j'ai fait mes génomes, mes données sont disponibles, mais j'ai accepté de le faire. Je pense que la technologie est rendue là, ça va se faire de toute façon. La question, le débat pour le Québec, c'est de savoir est-ce qu'on participe à cette évolution-là. Je pense que c'est un débat qui est très pertinent. Et bon, je pense que j'ai ouvert le débat récemment et il va continuer à avoir des discussions. Moi, je pense que, premièrement, ça prend un cadre d'éthique. Ça prend un cadre très clair de quelles données on parle. Parce que, on parle de la RAMQ, il y a d'autres données. Hein. Il y a des sociétés québécoises déjà qui utilisent un paquet de données qui sont algorithmées, si je peux dire, par des organismes du gouvernement qui sont du gouvernement de l'ILA ou de Ibero qui sont très performants. Mais tout ça est fait dans un contexte légal où les gens acceptent de donner leurs données. J'ai référé, par exemple, à Imagia au niveau des radiologues. Alors, je pense qu'on est déjà là. La question, c'est maintenant pour le gouvernement, éduquer la population, revoir le code d'éthique. L'accord de Montréal qui a été présenté en Europe par Montréal est un accord qui va permettre la base même du cadre d'éthique qu'on va voir évoluer dans le monde. L'accès aux données et la confidentialité, ça c'est le domaine de Mme Lebel, M. Simon-Jolin Barret, c'est leur dossier. Comment est-ce qu'on va régler cet enjeu-là d'accès aux données et de confidentialité? Moi, au niveau du ministère de l'Économie, ma fonction, c'est de voir les sociétés qui vont pouvoir bénéficier de données qui seraient acceptables d'utiliser, j'ai bien acceptable d'utiliser, et de s'assurer que le Québec, on profite de notre notoriété en termes d'intelligence artificielle et en termes, quand on parle de santé,
la médecine personnalisée. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on parle de HMR, on parle de McGill le neuro, on parle du cardio, on a des chercheurs, des médecins, des hôpitaux universitaires qui sont très focalisés sur la médecine personnalisée, ce qui excite beaucoup les compagnies pharmaceutiques dans le contexte de travailler avec eux autres pour développer la science de la bonne façon. Alors moi, cet environnement-là m'excite beaucoup. Je pense que c'est un fer de lance pour le développement économique du Québec. Mais évidemment, j'ai toujours dit, avant ça, il faut rassurer les gens et en bout de piste, les gens vont devoir accepter ou non que la donnée soit partagée. Puis si les gens ne veulent pas le partager, tout le monde va respecter ça, incluant le ministre de l'Économie. Alors, Rémi, peut-être tu peux corroborer, pas corroborer, tu peux complémenter à ça. Oui, peut-être que je pourrais. Peut-être que c'est mon dossier favori là, depuis que je suis en poste, depuis 8 ans. on a fait un peu de progrès, mais donc il y a encore tout l'aspect d'acceptabilité sociale. Je pense qu'on doit avoir le débat. On en a discuté beaucoup au cours des dernières années. Peut-être que maintenant, avec les discussions récentes, ça va nous obliger à s'asseoir tous autour d'une même table et dire comment on pourrait faire ça pour qu'on respecte les volontés de tous et chacun. Et on ne devrait pas réinventer le bouton 4 trous. Là. Je pense que ça se fait dans d'autres régions du monde et on peut apprendre de ça en Ontario, les voisins, ça se fait. Colombie-Britannique, ça se fait. Pendant la pandémie, en Colombie-Britannique, il y avait des données en ligne presque au jour le jour, ce qu'on n'avait pas. Donc, ça permettait aux chercheurs d'avoir accès à ça et faire des suggestions aux décideurs. Donc, je pense qu'on a fait des progrès au cours des dernières années. L'accès via des centres très sécurisés avec l'Institut de statistique du Québec, mais on doit aller encore plus loin. Merci à vous deux. Je vais conclure sur cette question en rappelant à tout le monde à quel point les sciences de la vie, c'est un des piliers de la métropole et du Québec. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est de bien être en phase avec l'évolution de la science pour rester pertinent dans la recherche des meilleures thérapies, vous l'avez dit, que ce soit en médecine personnalisée ou que ce soit dans le contexte à la fois du diagnostic, des vaccins, etc. Donc, je peux vous dire qu'on voit très bien l'importance stratégique pour la région de Montréal de ce débat-là et éventuellement, idéalement, d'un accès aux données anonymisées. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Ça a été un très bon échange. Je pense que la science est un des piliers de l'avenir économique du Québec et que dans cette relance, on a l'occasion de bien se positionner. Et Monsieur le ministre, on a beaucoup confiance que les zones d'innovation de Montréal vont être très performantes, je vous rassure. À tout le monde qui nous écoute, après mes remerciements, je vais vous donner un petit rendez-vous le 10 septembre prochain à 10 h. La présidente et chef de direction d'Ivanhoé Cambridge va être avec nous, Nathalie Paladichef. Et je situe l'enjeu, évidemment, dans cette période où on se pose des questions sur l'immobilier commercial, l'immobilier dans les centres-villes. Je pense que ça va être une très bonne rencontre pour en discuter. Encore une fois, merci beaucoup à vous deux. C'était un exercice très, très riche. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.